toute sa gouvernance, il s'est battu. Les gens, quelquefois, ses adversaires lui disent, mais pendant 10 ans, il a fait quoi? Moi, quand il m'arrive de répondre, je dis, pendant 10 ans, Laurent Gbagbo a cherché à construire la paix. Peut-être qu'il n'a pas construit des ponts, il n'a peut-être pas construit des châteaux d'eau, il n'a peut-être pas construit des usines, mais Laurent Gbagbo, pendant 10 ans, a cherché à construire la paix. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce portrait. Nous parlons aujourd'hui du président Laurent Gbagbo en compagnie de Jean-Paul Leroux. Bonsoir, président. Bonsoir, Carlil. Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Gagnoa. On le surnomme le Woody de Mama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le garçon. En langue BT, le Woody, c'est le garçon, le guerrier, l'homme fort. Comme j'ai l'habitude de le dire, nos populations en Côte d'Ivoire aiment les chefs. Houphouët-Boigny était un chef, Gbagbo était un chef, BD, chacun a son surnom. Et il grandit dans une famille modeste, c'est bien ça? Oui. Son père était un ancien combattant qui revient, qui est, on pourra dire, policier, mais qui ne gagne pas de tonnes. Donc, il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, non? C'est bien ça? Oui, il a été, je crois pas dans la Seconde Guerre mondiale, je crois que ça doit être la guerre d'Indochine, quelque chose dans ce genre, mais son père, quand il revient, il est reformé dans la police ivoirienne, et à l'époque, ce n'était pas des... Voilà, il ne gagnait pas des tonnes. Donc c'est dans cet environnement modeste que l'enfant, on pourra dire, Laurent Gbagbo grandit. Et issu d'une formation d'histoire avec sa thèse sur les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne de 1940 à 1960, publiée à l'université, soutenue par l'université Paris Diderot. Est-ce qu'on sait pourquoi il se tourne vers l'histoire? Il faudra noter que Laurent Gbagbo ne vient pas en France pour faire d'abord l'histoire. Il vient en France pour faire, de la littérature. Ah, d'accord. Pour faire de la littérature. C'est quand il arrive en France et en fonction de... Sinon, justement, à ce titre même, il publie une œuvre sur Soundiata Keïta, une œuvre littéraire. Mais il se dit, mais je ne peux pas venir en France et par rapport à ses ambitions certainement politiques, s'intéresser, faire de la littérature au sens de, voilà, des belles lettres, puis voilà, parler de contemplation et autres. Il a voulu rentrer dans l'histoire, comprendre pourquoi aujourd'hui son peuple est dans cette situation, pourquoi le monde est dans cette position. Et je pense que ça lui a servi. D'où le titre de sa thèse que je viens de citer. Comment se font ses débuts en politique à Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, comme à son époque, dans la clandestinité. D'abord, ça commence par le combat, je dirais, par la lutte syndicale. Et après, le combat politique vient là-dedans. Et puis, il est formé par un... Syndical parce qu'il était professeur d'histoire. Oui. Ouais. Il était prof d'histoire au lycée classique d'Abidjan. C'est les Caïmans dont je suis. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il s'intéresse à la vie politique, naturellement, du syndicalisme à la politique. Il est formé aux idées de gauche par feu le professeur Zadi Zaourou. Et c'est à cette période-là même qu'il rencontre Simon Gbagbo. Et comment se positionne son parti, le FPI, dans le paysage politique ivoirien, un parti qui est dans la clandestinité? Justement, son parti qui crée. Il faut rappeler qu'il crée le FPI en 1982 à Dabou dans la clandestinité. À partir de la création de ce parti, Laurent Gbagbo estime qu'il faut passer à une autre étape pour que ce parti puisse véritablement être connu et puisse naître. C'est ainsi qu'il vient en exil en France, où il rencontre un certain nombre de ses amis, il fait la connaissance de Guy Laberty, avec lequel il a toujours de bons rapports. C'est en ce moment-là. Il vient en France, certainement en 1982, la vie politique n'est pas aussi difficile. Laurent Gbagbo n'est pas en danger du point de vue de sa vie, mais il faut marquer un coup politique. C'est ainsi que lorsqu'il vient en France, il fait savoir à la France, il demande son statut de réfugié politique. De 1982 à 1986, on le lui refuse. Et c'est lorsque le président Laurent Gbagbo, le président Félix Houphouët-Boigny, de façon maladroite, produit un discours à l'occasion d'une réunion du PDCI. Il dit, mais qui est fou pour garder son argent dans ce pays? Moi, je garde mon argent en Suisse, tout ça. Et ça a rébuté un peu, je pourrais dire, la France, en l'occurrence François Mitterrand. Et c'est François Mitterrand, pour faire mal aussi à Houphouët, va
un homme de gauche va donner le statut, va accorder le statut de réfugié politique à Laurent Gbagbo en 1986. Mais quand il crée le FPI, qui est autour de lui en ce moment? Puis il a ses amis, Simone Gbagbo, son épouse, il a Asso Adou, il y a un certain nombre de personnalités qui sont autour de lui, parce que quand il crée quelque temps après, il vient à Paris et il rencontre un certain nombre de personnalités, mais il a sa base qui est là, qui sont dans l'attente, qui rentrent pour que les choses puissent se faire. Et lors de son exil, vous l'avez très bien signifié, il se lie d'amitié avec la France politique, notamment à gauche, un certain Guy Laberty, vous l'avez dit. Il commence à faire peur là, j'ai l'impression, au président Félix Houphouët-Boigny qui décide de le faire revenir à Abidjan. À qui a bénéficié véritablement ce retour-là, concrètement? À Houphouët ou à Laurent Gbagbo, d'un point de vue politique? Aux deux. Parce que, comme je le disais tantôt, en 1986, Mitterrand veut faire mal à son ami Houphouët en accordant le statut de réfugié politique à Laurent Gbagbo. Houphouët-Boigny se bat pour faire rentrer Laurent Gbagbo. Pendant 2 ans à des missiles domiciliés, ici à Paris, quelquefois à Lyon, pour que Laurent Gbagbo rentre. Et Laurent Gbagbo, quand il rentre en 1988, il faut vous montrer à la France et au reste du monde que son petit est rentré. Parce qu'à cette période, Houphouët est dans une seconde période de révolte contre l'Occident. C'est à partir de cette période-là que Houphouët-Boigny lance sa guerre du cacao contre les spéculations internationales. Donc, Houphouët-Boigny rentre maintenant en révolte avec l'Occident, principalement la France. Donc, il veut aussi montrer à Chirac, qui voulait lui faire mal, que tu te trompes, mon fils, ou du moins Laurent Gbagbo, tu pensais pouvoir soulever contre moi, à Mitterrand plutôt, que tu voulais soulever contre moi. Voilà, il est rentré et naturellement je suis là, il est l'oiseau, il est venu se reposer. C'était un peu ça. Houphouët-Boigny en a tiré des dividendes politiques. Laurent Gbagbo en a tiré aussi des dividendes politiques parce que au-delà, quand il était en France, il a eu le temps de créer ses réseaux, mais quand il arrive en Côte d'Ivoire, ça lui permet de s'aimer partout. Moi, je me souviens, c'est au lycée, on lisait sous cap un certain nombre de tracts du président Laurent Gbagbo sur les questions liées à la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. Et il se présente à l'élection présidentielle du 22 octobre 2000 contre le général Robert Gueye qui avait renversé le président Henri Konan Bédié en 1999. Les résultats donnent Gbagbo vainqueur, mais le général Robert Gueye conteste les résultats. Parce qu'aujourd'hui, quand même dans l'histoire politique ivoirienne, on considère que cette élection de 2000 n'est pas crédible, n'est pas valable, car elle n'était pas inclusive. Est-ce que vous partagez cette analyse? La partager, j'ai du mal. Moi, je suis un observateur. Et moi, tout ce que je sais, est-ce que tu dis, à l'élection de 2000, Henri Konan Bédié a été écarté, Alassane Ouattara a été écarté, des cadres du PDCI comme Bombay ont été écartés. Certains observateurs impliquent cela au président Laurent Gbagbo qui aurait convaincu ou dealé avec le général Gueye pour qu'ils soient les deux véritables candidats à cette élection. Et Laurent Gbagbo était convaincu qu'un civil face à un militaire, naturellement, les populations allaient faire le choix du civil, surtout que la gestion pendant presque 10 mois ou 11 mois du général Gueye a été entachée par un certain nombre d'exactions liées à certains militaires en Côte d'Ivoire. Donc, il était normal ça semblait juste et bon pour Laurent Gbagbo d'être le civil face à un militaire, ça allait nécessairement gagner les élections. Maintenant, lui-même il a dit, il a été élu dans des conditions calamiteuses quand on a vu ce qui a suivi après cette élection, mais il est clair que si Laurent Gbagbo a participé à l'éviction d'Alassane Ouattara d'Henri Konan Bédié en 2000, mais je suis convaincu que l'élection de 2000, il les a gagnés dans les urnes. Quand il arrive au pouvoir, quels sont les hommes qui l'entourent et surtout quel est son style de gouvernance? Non, Laurent Gbagbo est un enfant du peuple. C'est un enfant du peuple, je ne dirais pas un enfant de la rue, c'est un enfant du peuple. Tout le monde connaît son style. Il arrive au pouvoir avec d'abord son état-major qui est essentiellement composé d'enseignants, de docteurs et autres. Il vient pour diriger, il prend la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui est
exsangue, les partenaires financiers se sont éloignés du pays pendant la gestion de la junte militaire. Et Laurent Gbagbo arrive dans cette situation difficile économiquement et il arrive avec un premier ministre, un ministre de l'économie qui s'appelle Boun Boabré, qui vient et qui crée ce qu'on appelle le budget sécurisé, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire va vivre sur ses propres ressources. Dans cet environnement, je dirais, socio-économique, il arrive, mais l'environnement politique pousse Laurent Gbagbo, avant même les événements de Marcoussis, à faire entrer dans le gouvernement ses adversaires politiques, c'est-à-dire le PDCI, le RHDP, tout ça qui participe. Il a dans son esprit, dans cet état d'esprit-là, la volonté d'ouvrir le jeu, d'apaiser les tensions. Donc c'est dans cette situation politique que Laurent Gbagbo fait cela. Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire sombre dans une guerre. Sa présence bascule clairement. Comment va-t-il gérer cette crise, Président? Cette crise, Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire la vit difficilement. Il faudra qu'on comprenne que d'abord, c'était une tentative de coup d'État qui se transforme en rébellion liée au fait que l'armée française s'interpose et une zone de confiance est créée. Mais en réalité, c'est une tentative de coup d'État qui ne réussit pas parce que les forces de défense de sécurité de Côte d'Ivoire arrivent à repousser cette attaque-là. Mais le président Laurent Gbagbo, à l'étranger, en Italie, il a été en visite au Vatican. On le dit chez nous en Côte d'Ivoire, l'a vécu un garçon. Parce que quand ce coup d'État manqué se fait, il a l'invitation du président français de venir s'installer à Paris le temps que les choses se calment et que les choses... Laurent Gbagbo dit non, mon peuple a besoin de moi, je serai avec lui et nous irons... voilà, ce qui doit arriver va arriver. Quelques jours après cette tentative de coup d'État, quand la situation est, je pourrais dire, maîtrisée à Abidjan, l'avion de Laurent Gbagbo a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Port-Boué. Et Laurent Gbagbo prend les choses en main, mais avec beaucoup de douleur, parce que dans cette rébellion, il apprend qu'il a beaucoup de siens, surtout quelqu'un pour qui il avait beaucoup d'affection, certainement qu'il a beaucoup d'affection parce qu'il se bat encore pour lui, le Soro Guillaume, qui s'était présenté comme le patron de la rébellion, le secrétaire général du mouvement patriotique à l'époque. C'était comme c'est appelé le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et qui sera dans les premières négociations qui ont débuté à Lomé au Togo sous les auspices de Gnassingbé et Adema, qui malheureusement se transféreront à Dakar puis à Paris et puis on connaît la suite. C'est-à-dire qu'on disait qu'il y avait une forme de naïveté de sa part dans la gestion de cette crise. Parler de naïveté de la part de Laurent Gbagbo, je ne le crois pas. Mais Gbagbo quand quelqu'un a une conviction, Laurent Gbagbo est convaincu que les choses ne se règlent pas nécessairement par les armes. Laurent Gbagbo est convaincu que le dialogue est essentiel pour régler les différends entre les hommes. Et ça a toujours émaillé ou du moins conduit son action. Voilà pourquoi durant toute sa gouvernance, il s'est battu. Les gens, quelquefois, ses adversaires lui disent, mais pendant 10 ans, il a fait quoi? Moi, quand il m'arrive de répondre, je dis, pendant 10 ans, Laurent Gbagbo a cherché à construire la paix. Peut-être qu'il n'a pas construit des ponts, il n'a peut-être pas construit des châteaux d'eau, il n'a peut-être pas construit des usines, mais Laurent Gbagbo, pendant 10 ans, a cherché à construire la paix. En 2010, la CEI déclare Alassane Ouattara vainqueur de la présidentielle, tandis que le Conseil constitutionnel annonce dans la foulée la victoire de Laurent Gbagbo. Une crise post-électorale s'ensuit. Il est arrêté le 11 avril 2011. Comment vit-il ce moment? En ce moment, je ne suis pas dans la tête de Laurent Gbagbo, mais c'est une situation dramatique pour une bonne partie des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Hein. Même à l'étranger, à cette période, moi, je suis à Paris. Je dis, je suis à Paris, je suis à Abidjan. Je suis chez moi à la maison. Quand je vois cette image où Laurent Gbagbo est arrêté, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays pour qu'on en arrive là? Mais Laurent Gbagbo, toujours droit dans ses bottes. Les premières phrases qui sortent de sa bouche, ce sont celles-ci. Il dit, j'ai donné ordre à l'armée de cesser le feu.
Maintenant que tout ça est fini, maintenant que je suis là, passons à une autre étape. L'étape du dialogue. Laurent Gbagbo, dès son arrestation, il aurait pu lancer un mot d'ordre de révolte de ses troupes. C'est possible, il y avait une partie de l'armée qui était encore avec lui. Il aurait pu le faire et puis le pays serait encore certainement plus défiguré, plus ensanglanté. Mais il a fait le choix, il a dit non, passons à une autre étape, l'étape du dialogue. Bon, malheureusement, il s'est retrouvé à Korogo 8 mois et après il s'est retrouvé à La Haye près de 8 ans. Bien sûr, et il sera acquitté par la CPI après plus de 7 ans de prison préventive. Je tiens à préciser l'expression. Il rentre à Abidjan le 17 juin 2021. Finalement, c'est quel Laurent Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire? C'est le même Laurent Gbagbo, mais qui est passé par le feu de Korogo, qui est passé par le feu de l'emprisonnement à la Cour pénale internationale. C'est un Laurent Gbagbo qui certainement vient parce qu'il veut mener un dernier combat. S'il n'avait pas l'intention de mener un dernier combat, il n'aurait pas pris la parole politique. Mais j'aimerais revenir pour dire que je note que ce retour a pour moi un goût amer et sucré. Parce que, à ma qualité de, comme j'aime le dire, de petit journaliste, je n'ai pas d'image officielle de ce retour historique de Laurent Gbagbo. Je n'en ai pas, je ne sais pas où les trouver. Quand je cherche, je ne les trouve pas. Comment Laurent Gbagbo et son entourage ont pu organiser un retour aussi désastreux? Je n'aimerais pas rentrer dans les détails de ce retour-là, mais on n'a pas retenu quelque chose de celui qui, pour nous, qui étions jeunes lycéens, quand il arrive, je dirais, officiellement dans la vie politique, c'est lui qui éveille nos consciences à la chose politique. On n'imaginait pas son retour là se faire de cette façon. Mais au-delà de ça... Face à toutes les polémiques qui ont circulé autour de ce retour. Les images où de sa femme, deux femmes étaient en train de se battre pour lui, ce n'était pas ce qu'on attendait d'un leader politique pour son retour historique après près de 10 ans d'absence de son pays. Mais une chose est claire, je pense que aujourd'hui, c'était une erreur stratégique pour le pouvoir de l'envoyer à la CPI parce que ça puisse travailler son aura à l'international. Ah ben justement, ça agrandit son capital sympathie auprès des populations. Moi, aujourd'hui, quand je regarde ce qui s'est passé le 9 août à Abidjan, ce qui s'est passé le 16 août à Abidjan, quand vous regardez ces jeunes, faites référence à la manifestation. À la manifestation ou au dernier meeting de Laurent Gbagbo. Ils ont entre 20 et 25 ans, la moyenne des jeunes qui ont participé à cet événement. C'est-à-dire quand Laurent Gbagbo va à la CPI, ils ont à peine 10 ans. Ils ont vécu quelle émotion avec Laurent Gbagbo pour qu'il puisse l'aimer de la sorte et partager ses convictions et ses idées et au moins de ses appels être présent dans les rues pour lui. Ça, c'est la force de Laurent Gbagbo. Et moi, je dis toujours, les premières émotions politiques guident nos convictions et nos idées politiques. Et Laurent Gbagbo sait cela. Voilà pourquoi il mise sur la jeunesse et des jeunes qui avaient 10 ans à peine quand ils partaient en prison, qui sont encore là, qui sont prêts à se battre pour lui. Je pense que Laurent Gbagbo a encore de beaux restes. Ce retour aussi est marqué par des relations très conflictueuse ou incomprise avec celui qu'il appelait son fils spirituel. Ne nous dites pas plus, on en parle dans le prochain épisode. Merci Président Jean-Paul Leroux, merci à Moustapha Kanté, la réalisation, et à demain pour un nouveau portrait consacré à Charles Blé Goudé.